באופן מאוד אירוני הבנתי לימים שבאותו זמן שאני עבדתי כל כך קשה בשביל להיפטר מהרייש הפרסית Je voulais juste dire que dans la salle est avec nous Karl Uwe Knausgaard, que je remercie d'être là, que vous avez vu sur le... Sorry. Je voudrais remercier Nourit de me proposer de faire une conclusion. J'avais préparé une introduction, mais ça ressemble beaucoup en fait. Quand j'ai vu le film de Nourit il y a combien de temps? Il y a 2 mois, 2 mois et demi, je crois. Et en le voyant, j'étais très content qu'elle me demande si je voulais bien travailler un peu sur ce film et présenter des choses. Et j'ai fait un tout petit peu de recherche pour vous montrer à quel point ce travail est un travail qui me parle en tant que olympien pour plein de raisons. Et peut-être tu dis quand même à ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est vrai, vous avez raison. Bon, l'Oulipo, c'est l'ouvrage de littérature potentielle, donc Italo Calvino, Georges Perec, Jacques Roubaud, un travail sur la contrainte, un travail sur la langue, un travail sur la compréhension finalement des différentes structures qui régissent le langage écrit, langage oral, enfin c'est plutôt le langage écrit, mais il y a beaucoup de travail aussi sur l'oralité, et le travail qui est ici et auquel on a pu assister est un travail sur l'oralité, mais ce travail sur l'oralité, c'est un travail qui nous traverse aussi pour des raisons qui tiennent à la fois aux œuvres théâtrales, aux œuvres poétiques, dans lesquelles l'oral est au début finalement de l'inscription et de la transmission. Évidemment, il y a aussi un travail sur la couleur, sur la synesthésie, et forcément j'ai pensé comme tout le monde que ça aurait été bien que Rimbaud, qui s'appelle quand même Arthur Rimbaud, ait travaillé sur un sonnet qui se serait appelé Consonne, et qui nous aurait proposé une couleur pour la lettre R. Et j'ai retrouvé dans un texte de Nabokov, dans Autre Rivage, qui est son autobiographie, un texte dans lequel il explique qu'il offre lui-même, je le cite, un beau cas d'érudition colorée. Il ajoute que audition n'est peut-être pas le terme exact, puisque la sensation de couleur paraît être déterminée chez moi par l'acte même de former avec la bouche une lettre donnée, tout en me représentant le tracé écrit. Le A de l'alphabet anglais, sauf indication contraire, c'est à cet alphabet que je pense en écrivant ce qui suit, a pour moi la nuance du bois sec, mais un A français évoque de l'ébène poli. Ce groupe noir comprend aussi G dur, caoutchouc vulcanisé, et R, un chiffon noir de suie qu'on déchire. Voilà. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, évidemment, nous avons une russe qui parle, et qui parle du guttural dans le russe, du R dans le russe, du R roulé, de la manière dont la langue russe, évidemment, comporte finalement une consonnisation pour les femmes comme une consonnisation pour les petites filles, que je ne connaissais pas. Pourtant, voilà, j'ai fait un peu de russe, mais je ne connaissais pas ça. Dans les poèmes de Lermontov, je ne vois pas très bien, et en même temps, c'est vrai que il y a des moments où ça joue vraiment avec le R roulé contre le R guttural, où ça vient en écho l'un de l'autre et en réponse. Et puis, à la fin, tu conclus sur le hiéroglyphe qui effectivement devient Reich, Roche qui devient Reich, qui devient Reis, qui évolue pour passer de la tête humaine à la stylisation que nous connaissons. Et donc je ne vais pas beaucoup en parler, mais je voudrais évoquer 2 choses qui sont en rapport direct avec la prononciation du R, et après, si vous voulez bien, on pourra repasser avec des petits exemples sur les différents points qui sont évoqués auteur par auteur dans le film. Je vais commencer par évoquer un film italien de Mario Mattoli qui s'appelle Non Mole Dire. C'est un film dans lequel 3 banquiers véreux tentent d'assassiner un jeune homme tout à fait charmant. J'ai le nom de ce jeune homme ici en tant qu'acteur, mais c'est sans intérêt. Mais en revanche, ils tentent de le tuer en trafiquant un clavier
j'allais dire d'ordinateur, mais pas du tout, 140. Donc c'est un clavier de machine à écrire dans lequel est caché un dispositif explosif derrière la touche R. Et ils lui ont confié une lettre à taper, et la lettre commence par « Caro Signore ». Et l'acteur, voyant la lettre « Caro Signore », se dit que non, ce n'est pas bien, il réfléchit, il dit « Caro amico », non, « Caro amico non è bene », et puis il continue, et puis il fait « Amico mio ». Et toute la lettre, comme ça, il va la réécrire en évitant de taper sur la lettre R, et les trois banquiers pourris en sont pour voilà. Et donc ça n'explose pas. Donc c'est le cas assez unique dans lequel le R, ne pas écrire la lettre R, peut sauver une vie. Et j'ai trouvé un plagiat par anticipation de ce film, un plagiat par anticipation que vous connaissez tous, et qui s'appelle Giacomo Casanova. Casanova qui, comme très souvent chez lui, a des intentions avec une jeune femme qui s'appelle la Vestris et qui est à la fois une cantatrice et une comédienne. Et donc voici un des extraits des mémoires de Casanova, hein, donc Histoire de ma vie, dans lequel il écrit. Et là je cite Casanova. La Vestris, donc, qui est une comédienne dont il a vu jouer une petite piécette lors d'une soirée chez Toscani, et il a envie de la séduire. Et la Vestris, quoique belle, ne m'enchanta que par la tournure de son esprit et par ses grâces. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle grasseillait. Votre jeu est plein d'âme, lui dis-je, vous exprimez le sentiment de façon à faire jurer que tout ce que vous dites vient d'inspiration. Quel dommage que le bout de votre langue ne prononce pas la lettre canine. Un homme qui m'aime, répondit la Vestris, et qui, d'un air pénétré, me dit « Quel dommage me fait beaucoup plus de plaisir que ceux qui croient me flatter en me disant le contraire. Mais hélas, c'est un mal sans remède. » Comment, madame, sans remède? Oui. Non, j'en ai un dans ma pharmacie infaillible pour votre mal. Vous me donnerez un soufflet si demain je ne vous fais pas lire ce rôle sans que votre défaut paraisse. Et Casanova continue, je passais 6 heures à copier le rôle de la Vestris, sans n'y rien changer que la contenance des phrases, substituant aux mots en R ou RE des mots équivalents. C'était une corvée, mais j'avais envie d'embrasser la Vestris devant son mari. Voici comment je m'y pris. Les procédés de cet homme m'outragent et me désespèrent. Je dois penser à m'en débarrasser. Je mis. Cet homme a des façons qui m'offensent et me désolent. Il faut que je m'en défasse. Et ainsi du reste. Quand j'eus fini, j'ai dormi 3 heures, puis je m'habillai. Baletti, qui vit mon sortilège, me prédit que le jeune auteur allait me lancer des malédictions, parce que la Vestris dira sans doute au duc de l'obliger à écrire pour elle, sans employer la lettre R, ni les syllabes en re. Ce fut ce qui arriva. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple de... Voilà. Donc c'est ça ce qu'on appelle, évidemment, chez nous, les Oulipiens, un lipogramme en R. J'imagine que Casanova a dû s'amuser puisqu'il a écrit directement ce texte en français, hein, ses mémoires sont écrites en français, mais que cette rencontre se fait chez Toscani et il se parle italien. Donc il a dû réécrire tout le texte pour que ça fonctionne en français. Alors l'Oulipo, ce lipogramme en R, on lui donne un nom, ça s'appelle asphyxie, c'est pas très malin, mais au lipogramme en O, on a donné le nom de lyophilisation, donc c'est un peu de même nature. C'est pas du tout facile en fait, hein, parce que le R est la 4e lettre de l'alphabet et la 2e consonne utilisée, puisque vous savez que l'ordre c'est Esartinuloque, et donc le R est très présent dans notre langue, il occupe une place vraiment centrale, c'est très difficile de ne pas écrire la preuve sans utiliser cette lettre. D'ailleurs, Pérec écrit un poème qui s'appelle Ulcération, et dans lequel il n'utilise que les lettres qui sont ulcération et Esartinuloque, qui est l'ordre d'apparition dans la langue. C'est assez compliqué. C'était un verbe cruciste, et je vous propose une de ces définitions de la lettre R, qui est très souvent dans l'erreur. Ce que je trouve assez joli aussi. Voilà. Et puis, je vous propose aussi un petit jeu littéraire, avant de passer ensuite au film lui-même. Dans le petit abécédaire illustré, Georges Perec propose à ses amis des jeux littéraires qui sont des babebibobus, voilà, kakokikoku, etc. Et voici ce qu'il a trouvé pour Raroriru.
il propose, un passant remarque qu'il est tout à fait exceptionnel d'entendre des gens rigoler dans la rue. Ça donne rare et rire aux rues. Bon, voilà. Alors, maintenant, on revient au film. Et j'ai une première question. La première question, et je vais l'introduire quand même un tout petit peu, c'est, je vais remonter un peu le film à partir de Guy Régis Junior, le poète haïtien, que je trouve évidemment très intéressant parce qu'il explique à la fois un rapport à la langue, à la prononciation, à la colonisation, au jeu du retour du classique vers le créole, etc. Et évidemment, en pensant à son R, j'ai pensé à deux choses. La première, c'est le R de Baba, qui est le... C'est très très trivial et très enfantin, mais Baba est le... Vous vous souvenez, dans Astérix, c'est la vigie noire qui se trouve en haut du bateau des pirates et qui ne prononce jamais les R. Alors chez Goscinny, que je ne soupçonne pas une seule fois pas du tout le racisme, c'est évidemment un jeu avec la vision linguistique qu'on a, qui est exprimée très bien par Guy Régis Junior, de la façon de parler des créoles, dans lequel il n'y a pas le R, au point d'ailleurs que, je vous donne un exemple que j'ai retrouvé dans je ne sais plus dans quel Astérix c'est, mais au Tempoa, au Mawes, tout le monde le connaît, mais il y a aussi « Je ne vois qu'une barque de pêcheurs, tout ce qu'on pouvait en tirer, c'est une fouiture ». Et c'est très joli parce qu'en fait, Goscinny retire même le R final de tirer, ce qui n'est pas du tout nécessaire, mais c'est pour rendre l'effet visuel, et je pense que c'est exactement lorsqu'il fait dans le bouclier Arverne, Allégia, qu'est-ce que chez Allégia, qu'est-ce que vous voulez Allégia. Donc il y a un jeu sur le R comme ça, de cette nature. Alors, c'est évidemment un travail sur le langage et sur le R, mais c'est aussi un travail sur la colonie, sur la difficulté à prononcer une langue dans une langue qui n'est pas la sienne, une langue particulière, enfin une lettre particulière, pardon, qui est le R dans une langue qui n'est pas la sienne. Et je voulais évoquer un ami commun, qui est Bernard Hoeffner, qui est un traducteur qui nous a quittés. Et Bernard a traduit Mark Twain. Et quand on traduit Mark Twain, et Tom Sawyer en particulier, il y a un problème inhérent à la traduction de Mark Twain, qui est la traduction du R non prononcé de l'esclave Jim. L'esclave Jim, donc l'ami de Tom, qui utilise en fait, enfin, Mark Twain utilise le R non prononcé de Jim comme un marqueur de la condition d'esclave de Jim. Simultanément, Mark Twain n'étant pas non plus raciste, c'est pas du tout pour lui ni un signe d'inintelligence, ni un signe de soumission, c'est juste une difficulté qu'il a par rapport à sa langue d'origine à accepter une nouvelle prononciation. Et donc la question que se pose Hoeffner, et qui est tout à fait justifiée, c'est comment restituer le R mal prononcé de la langue de Jim dans le texte anglais de Twain. Et donc, lorsque, par exemple, Tom veut aller chercher de l'eau à la place de Jim, à qui on a confié la tâche, et que Jim refuse, Bernard Hoeffner propose une réponse. Donc voilà ce que dit Jim. « Peut pas, maître Tom. La vieille maîtresse, elle m'a dit d'aller chercher cette eau et de ne pas m'arrêter pour faire l'imbécile avec personne. » Donc il fait disparaître deux R, qui sont ceux de faire et de maître, donc maître Tom, etc., mais deux seulement. C'est-à-dire qu'il ne fait pas disparaître celui de maîtresse, ni celui de chercher, ni celui d'arrêter, ni celui de personne. Donc il restitue finalement dans la langue de Twain une sorte de respect de l'autre à travers l'accent. Donc, et ça, ne t'en va pas, parce que c'est là qu'arrive ma question. Ouais. La question est comment est-ce que toi tu perçois, comment les auteurs percevaient cette différence qui n'est pas seulement une différence sexuelle dans la prononciation, mais aussi la différence sociale qui parfois est exprimée par la mauvaise prononciation. Est-ce que tu as l'impression que c'était quelque chose qui était inhérent dans leur discours sur le R lui-même, cette différence sociale de positionnement au sein de la classe? Je peux pas penser seulement chez Hamel, où les grands-pères arrivent de la montagne et qui est envoyé par l'arrière-grand-père à
À Alger. Micro. Ah oui, comme oui, oui. Et donc il vient de la montagne. Donc il était dans l'école coranique, en arabe, classique. Il va en ville. Là, on n'a pas droit d'arabe. Donc il va à l'école en français. Et du coup, c'est qu'elle dit qu'il va garder les airs arabes, c'est-à-dire les airs coraniques, etc. Je trouve que c'est une autre classe sociale. C'est-à-dire, il a changé de classe sociale, mais il garde quand même, lui, au contraire, les airs roulés. Est-ce que tu as remarqué sur le R, par exemple, pour rester sur cette lettre et uniquement cette lettre, qu'il y a une sorte de généralisation possible entre les langues sur la manière dont elle est prononcée selon les classes, ou est-ce que c'est vraiment une impression qu'on a qu'il n'y a pas, en gros, de noblesse de la lettre R et la lettre est finalement neutre, un peu comme le signe chez Saussure. La lettre est neutre. Il peut y avoir un R roulé noble et un R roulé non noble, etc. Mais c'est plutôt, je ne sais pas, la Révolution française. Ouais. Hein, oui. C'est toi qui dois raconter. Non, mais ça, avec les merveilleux. Et les... Oui, avec les merveilleuses. Oui, c'est ça. C'est pareil, lorsque Guy Régis Junior parle du français parisien, en fait, Molière ne prononçait pas du tout le R de la même façon que celle dont on la prononce aujourd'hui. Enfin, le misanthrope ne fonctionne que si on le prononce par moment avec un accent. Avec un R roulé. Avec un R roulé, le joué, c'est nécessaire dans le misanthrope pour comprendre des systèmes rimés. Mais je ne sais pas où j'ai lu qu'en fait, quand la lettre, surtout le R, perd sa vitalité, c'est comme si il devient de plus en plus mou, et qu'il paraît que même aujourd'hui, même en France, il y a le R se vocalise. C'est-à-dire qu'il y avait le R roulé, il y a après le R littéral, et puis il devient presque une voyelle dans certains endroits. Je sais, en France, hein, c'est-à-dire qu'on ne l'entend plus. Oui, puis c'est mais aussi... je ne peux pas imaginer des théories, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport au continent entier où il n'est pas là? Et je crois que ça va beaucoup plus loin, parce que dans les langues africaines, parce que quand j'ai demandé des amis africains, ils m'ont dit, bon, j'essaie de chercher des mots avec R, il n'y a pas, et c'était les mots français qui avaient les R, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de R non plus. Non, c'est une importation. Et du coup, peut-être, je ne sais pas, quand Guy Régis parle de R roulé et pas roulé, d'où haïtien, ça vient des esclaves qui sont arrivés, qui n'avaient pas du tout de R, et du coup, on apprenait les R comme ça. C'est-à-dire que c'est R au voyage, c'est ça. C'est pour ça que j'avais envie. Mais je ne sais pas, sur l'Afrique, tu connais mieux, non? Non. Non, pas du tout, pas bien. Mais je savais, c'est-à-dire que quand je demandais à quelqu'un, un ami camerounais, il essayait de se rappeler, et tout d'un coup il dit, je me rappelle de... parce que je voulais qu'il parle. Et du coup il a dit non, mais en fait il n'y a pas beaucoup de mots avec R. Le problème de l'Afrique, c'est qu'il y a 1000 langues en Afrique, donc c'est compliqué d'avoir une théorie générale de... Oui, mais je ne sais pas, quand même dans plein de langues asiatiques, il n'y a pas. Hélène, non? Tu peux m'aider là-dessus, non? En Chine, il n'y a pas. Tu voulais pas que je te pose des questions sur les couleurs, mais quand même. Si tu veux me poser des questions sur les couleurs, mais si je veux bien, si je sais répondre. Comment tu les as classés? Comment tu les as redonnés? D'abord, la raison de l'ordre, ensuite la question du choix, peut-être même. La raison de l'ordre de la couleur? Tu as commencé par une couleur, puis tu as fini par une autre. Tu finis par le jaune, quasiment? Non, j'ai fini par le vert. Par le vert, oui. Je ne peux pas vraiment te dire, c'est-à-dire que ma synesthésie s'est affaiblie beaucoup, mais je crois qu'il reste encore quelques traces. Je dis à Guy Régis que c'était clair qu'il soit vert, et Orly, c'était clair qu'elle soit rouge, donc après ça s'est fait, mais ce qui est étrange, c'est avec Louba, qui en fait a la même synesthésie que moi avec les couleurs. Et je lui ai dit, écoute, tu peux pas... Et elle a dit des choses que je voulais dire dans mon introduction. Donc on était sur les mêmes choses. Je dis, écoute, tu parleras pas de ta synesthésie, parce que sinon, si je parle pas au début du film de la synesthésie, le reste ne tient pas. Donc bon. Donc elle n'a pas parlé de ses couleurs à elle pour les couleurs.
Et là, quand on était là l'autre jour, elle a dit, mais comment tu as choisi pour moi le bleu, puisque moi, le R était bleu. Et elle a dit, je ne savais pas comment tu as fait, parce que en fait, on n'en a pas parlé. Donc, je lui ai choisi le R, la couleur qui pour elle était le R. Et je sais que Karl Uwe est là, et que je lui ai dit, à un moment donné, qu'il était bleu, lui. Et après, c'était clair qu'il est devenu blanc. Et bon, il est devenu blanc, je ne sais pas comment il est passé. Tu vois, c'est-à-dire que tout d'un coup c'était blanc, et quand il sort, mais je n'ai pas du tout pensé, quand on le voit sortir, qu'on voit d'abord sa tête blanche, je dis ah c'est très bien. Bon, tu vois, mais c'est des jeux comme ça qui me rappellent les jeux de l'enfance, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, le montage, un film c'est un jeu. Tu en sais quelque chose, je veux dire tout le lipo. Mais c'est vraiment un jeu, donc après ça. J'aimais bien que par exemple, Amel est jaune et elle rentre vraiment avec la couleur complémentaire, hein, qui est le bleu. Donc, voilà, c'est complètement. Bon. Et le choix de. On commence par Ursonate Oui. de Kurt Schwitters. Ah oui, ça c'est un choix très intéressant. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce choix de Schwitters et de ce poème? De la Ursonate. Ce poème, c'est une oui, poème sonore, oui. Et le film précédent, De mots qui restent, finit par une personne qui parle de... C'est Anna Pick qui parle qui chante un chant, je veux dire, la poésie sonore. La fin du film précédent. Et c'est elle qui m'a fait découvrir, il y a peut-être 25 ans, la Ursonate. Et même elle a chanté, elle, la Ursonate. Donc au départ, je voulais qu'elle commence, qu'on l'attend, elle, dans la Ursonate, dans le film d'après. Après, j'ai rencontré Yap. Et après, comme Yap allait faire tout, bon, c'est-à-dire, c'est pas comme ça, parce que j'ai d'abord la Ursonate. Mais après, j'ai décidé que c'est Yap, et Yap, après, a improvisé. Et Georges Bloch, qui a construit, qui fait la composition sonore, c'est-à-dire de film, il a proposé à Yap d'improviser sur le R, A-I-R. C'est-à-dire qu'il improvise sur le R, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de respiration, et de soupirs, de respiration, R, R, R. Et, oui, c'est ça. C'est le souffle, quoi. Et c'est-à-dire, c'était clair qu'il travaille sur le souffle, et c'est bien parce que Misako parle du souffle. Mais les choses, ils se sont rentrés les uns dans les autres. Et puis bon, cette histoire, il y a des gens qui disent la même chose, qui viennent de parties différentes du monde. Et tu te demandes, cette histoire homme-femme, en Algérie, la Russe, tout d'un coup, bon. Michako parle aussi de la colonne d'air, c'est-à-dire de cette façon dont les Français, de manière générale, dit-elle, les Européens, ça j'en suis un peu... enfin, c'est possible, hein, mais dont les Européens situent finalement la zone à partir de laquelle ils parlent, qui est plus basse que les Asiatiques. C'est ce qu'elle dit, oui. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Elle a dit que les Japonais, ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ça. Donc pour elle, elle insiste que c'est physique. Que sais-je? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas... Est-ce que le physique change parce qu'il n'y a pas le R dans la langue? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas... Il faudrait regarder la physionomie des Asiatiques qui sont... J'ai pas d'idée sur toutes ces choses-là. Je veux dire, j'écoute ce que les gens me disent et j'ai trouvé fascinant qu'à partir de R, on me raconte tant d'histoires. Et en plus que les histoires se recoupent entre elles. Ça, je trouvais absolument fantastique. Et en plus, je veux parler des R, et il y a beaucoup de non-R dans le film. C'est-à-dire, ceux qui ne savaient pas dire les R, deux personnes qui ne savaient pas dire les R, et puis une personne où le R n'est pas dans la langue, c'est-à-dire c'est à l'envers, c'est-à-dire tu veux parler du R. Je voulais aussi, en fait, faire un film sur l'accent, et après j'ai choisi à l'intérieur le R, et il se trouve que mes personnages, ils n'ont pas d'accent. C'est-à-dire que ni Luba, ni Misako, ils ont d'accent. Donc, comme elle parle tellement bien, elle raconte des histoires tellement bien, tant pis, il n'y a pas d'accent, mais on a une idée et puis ça devient autre chose. Et au début, on parle aussi des dialectes.
C'est-à-dire la manière oui, dont... Karl Ove parle, oui. Oui, Karl Ove en parle. Et c'est quelque chose que j'ignorais, c'est-à-dire que je ne savais pas du tout que, premièrement, il y avait autant un dialecte par fjord, ce qui toujours étonne. Cette idée qu'il y a une telle, finalement, fixation de la langue locale, ce dont on peut se douter, parce qu'on sait que quand les langues subissent un éloignement géographique, elles se fichent, que l'islandais n'a pas bougé, par exemple, depuis... De quoi? L'islandais n'a pas bougé, c'est une sorte de frigidaire, comme disait l'autre, pour la langue, qui fait qu'on peut lire, que les enfants peuvent lire les sagas islandaises aujourd'hui, qui ont été écrites au XIIe et XIIIe siècle, alors que... Mais nous, on lit la Bible, hein? Oui, c'est vrai. C'est encore plus vieux. Mais c'est une résurrection d'une langue, justement, alors que, par exemple... le grec avait tellement évolué qu'il a fallu réécrire l'Odyssée, oui. Que le français de Rabelais doit être traduit pour être relu. Donc il y a cette notion de fixation qui m'a étonné, qui est le fait que dans les fjords, justement, il y allait pouvoir avoir cohabitation de plein de dialectes différents, et que cette cohabitation n'allait pas donner de fusion. C'est-à-dire qu'il fallait surtout garder son dialecte lorsqu'on rencontrait un autre Norvégien, alors qu'en France, il y a une sorte de jacobinisme de la langue qui fait qu'il y a une fusion vers la langue parisienne. Il y avait en Norvège cette sorte de volonté de conserver l'accent, parce que sinon c'était, entre guillemets, pas bien. Oui, mais ce qui est intéressant, que c'est le contraire d'ici, en effet. Karl Ove dit que c'est pas bien que quelqu'un à la télé essaye d'avoir l'accent du centre, trahir son propre accent, tandis qu'en France, à la télé, il faut parler... de moins en moins. De moins en moins. Mais de toute façon, il y a de moins en moins d'accents. Donc, les quelques-uns, on les laisse tranquilles, c'est ça? Peut-être. Peut-être. Bon. Oui. Peut-être des questions dans la salle. Peut-être, il y a des questions dans la salle. Je Je vois déjà une main et je viens vers vous. תיקח את הזמן לשים את המצלמה. הכל בסדר, יש לי זמן. Bravo Norit pour ce très beau film et très, très émouvant. Moi j'ai une question, je voudrais savoir si, au cas où il y aura un Britannique dans la salle, qu'est-ce qu'il penserait de ce film, parce que autant il y a 30 ans en Angleterre, on pouvait reconnaître aussi, comme en Norvège, la rue dans laquelle habitait un Anglais, alors que maintenant, l'anglais est devenu une langue mondiale, et où il y a, je pense, une grande tolérance, puisque, comme tous les citoyens du monde apprennent l'anglais pour la communication diplomatique, pour les échanges, en fait, peu importe la façon dont on roule le R en anglais. Donc, quel est l'avenir aussi, quel est l'avenir de ce R en Angleterre, en anglais ou en français ou dans n'importe quelle langue? Est-ce que la mondialisation va faire que la Norvège va se retrouver un cas à part, ou est-ce que tout le monde va parler de la même façon? Voilà. Est-ce qu'il y a un Anglais parmi nous dans la salle qui veut répondre à la question par rapport à l'anglais? Et tu as disparu? Tu m'as laissé seul? Mais je ne sais pas, comme je ne peux pas répondre à la question du tout. Peut-être toi tu peux dire quelque chose par rapport à la mondialisation. Ah non, mais je peux pas, non. Je pense que, pour dire une banalité, dans ma poche, j'ai un livre qui vient de sortir, qui est un livre de Bernard Cerchiglini, et qui s'appelle L'anglais, ce français mal prononcé. Donc Bernard m'a envoyé ce livre, c'est assez juste, hein, c'est devenu une blague juive aussi, hein, puisque l'allemand c'est du yiddish mal prononcé. Mais... L'allemand c'est une yiddish mal prononcé. Mais c'est vrai en plus. Sûr que c'est vrai. Parce que le yiddish, parce que le yiddish c'est la langue du Moyen-Âge. Mais oui, bien sûr. Donc du coup l'allemand... C'est l'effet frigo, c'est l'effet frigidaire de la langue qui est mieux... qui marche mieux pour le yiddish que pour l'allemand, qui a été confronté à autre chose. Non, mais je ne suis pas sûr que
il y a deux, en fait, il y a plusieurs anglais. Hein. Il y a un anglais, comme l'arabe, il y a un anglais classique, qui est un anglais qui est celui qui est figé et qui est celui qui va de Shakespeare jusqu'à Faulkner. Et puis, il y a un anglais qu'on peut appeler commercial, qui est un anglais transactionnel, qui lui est mondial. Et cet anglais mondial, c'est un anglais très pauvre. Et ce qui est intéressant, pour un auteur, par exemple, et la vraie gloire, c'est lorsqu'on est traduit en easy English. Et ça, c'est le moment de gloire, ça c'est que son livre va être lu par des gens qui sont dans des langues trop minoritaires pour qu'on les traduise. Genre, je sais pas moi, l'azéri, enfin c'est très dur de... Voilà, mais et qui vont bénéficier d'une version easy English. Oui, créole, oui. Enfin, sauf si Guy décide de s'y coller. Mais voilà, il y a une notion de easy English qui peut-être va s'imposer, mais j'en suis pas du tout certain. Il n'y a pas de vision de la chose. Ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être un des derniers moments avec les IA, avec les traductions automatiques, c'est peut-être un des derniers moments de l'isolation linguistique. Hein, on ne sait pas, mais peut-être que dans quelques années, peu d'années hein, d'ailleurs, hein, on pourra parler comme ça. C'est déjà le cas d'ailleurs pour... j'étais allé à Atlas pour... Atlas, oui, enfin, excuse-moi. J'étais allé à la réunion des traducteurs qui se fait chaque année, traducteur littéraire qui se tient à Arles, qui est une réunion mondiale de traducteurs. Et actuellement, le vrai problème auquel sont confrontés les traducteurs, c'est les traductions automatiques. Bon, mais les traductions automatiques vont de pair aussi avec des choses très très rapides. C'est-à-dire que ce que je dis actuellement, si j'étais filmé et que c'était reproduit sur un grand écran, vous pourriez m'entendre le dire en chinois, avec mes lèvres qui bougent en faisant du chinois. Et avec ma voix. Et ça s'appelle le leaping. C'est pour l'instant mis au point pour le cinéma, c'est-à-dire que vous pouvez écouter George Clooney, Brad Pitt, Sigourney Weaver parler dans leur accent, dans leur langue, avec le mouvement des lèvres qui correspond. Donc c'est peut-être un des derniers moments dans lequel il y a une isolation linguistique entre deux personnes, mais peut-être que dans 5-6 ans, ce sera fini. C'est-à-dire que deux personnes pourront se parler et se comprendre dans la langue, dans sa propre langue, avec une traduction automatique. C'est des choses qui sont en mouvement, donc je ne suis pas tout à fait certain qu'on assiste à un appauvrissement vers l'anglais. Je pense qu'on est à ce moment de l'histoire des langues dans lequel il peut y avoir même un retour de l'approfondissement de sa propre langue. Si vous voulez, un petit peu comme, pour prendre un exemple qui n'a rien à voir, et qui donc c'est un mauvais exemple, mais c'est pas grave, qui est ce moment où le cinéma français renaît après l'invention du parlant. Parce que le parlant, on ne s'est pas encore doublé. Donc il y a un moment où il y a une sorte de petite phase, après 1931, enfin 29, chanteur de jazz, etc., où on ne sait pas encore faire des films en version française, version allemande, etc. Et chacun des pays connaît un renouveau de son cinéma, parce que, avec le parlant, parce que justement, c'est pas simple de doubler, et qu'on ne sait pas encore... Comme on sort du muet, qui était évidemment hyper dominant, où on pouvait juste changer de carton, où là le cinéma anglais américain était très puissant, là il y a une sorte de renouveau. Peut-être que c'est ce moment auquel on assiste pour les langues, un moment où l'intermédiarité va devenir quelque chose de beaucoup plus facilité par des systèmes de traduction automatique dont on n'a pas encore vu le début du début et qui va être tout à fait stupéfiant. Let's hope. Oui, ou n'est-ce pas hope, enfin, on verra, mais je ne sais pas si c'est une bonne mesure. David, ici d'abord. Je ne sais pas si c'est une question, mais c'est un témoignage. Je voulais vous dire d'abord que j'ai beaucoup aimé ce film et j'aime beaucoup le titre. La lettre errante, ça m'a fait penser. Ah, pardon. En tout cas, la notion d'errance m'a fait penser aux Juifs errants. Et par rapport à ce que vous venez de dire au niveau de la fixation, ça m'a fait penser que c'est une langue, enfin le yiddish a été transporté dans cet exil
Et ce qu'on... Bon, je ne sais pas si je m'exprime clairement. Tous vos personnages dans votre film ont enfin, on comprend comment l'identité s'est constituée à travers le rapport à la langue en tant qu'étranger. Vous dites qu'ils n'ont pas d'accent, mais il n'y a pas d'accent, mais il y a vraiment d'autres choses qui émergent, qui transpirent. Et le peuple errant, enfin le juif errant qui a transporté sa langue, lui, la génération précédente avait des accents à couper au couteau, mais la langue commune, c'était toujours le yiddish, quel que soit le pays d'où il venait. Bon, ce sont des réflexions. Je voulais vous dire que votre film pose d'autres questions. Enfin, m'ont fait poser d'autres questions que le R, la prononciation du R. Un problème d'identité. Au-delà du R, c'est le rapport à la langue quand on est exilé ou étranger. Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on s'adapte ou pas? Comment on le vit? Comment, effectivement, est-ce que ça joue sur le corps ou pas? Enfin, c'est très intéressant. Ouais. Et, oui, tu as envie de réagir? Ah non, tu poses la question. Oui, mais c'était pas une question, c'était une constatation. Et David, je te donne... Moi, ce qui m'a énormément intéressé, c'est que au début, tu essayes de... Déjà, même au-delà du R, tu essayes de dire, bon, telle lettre est de telle couleur, et c'est une façon de dire qu'est-ce que c'est que cette lettre au fond. C'est pas juste son utilité dans la langue, mais qu'est-ce qu'elle représente au fond. Et pour le R, plusieurs personnes associent un certain type de R, ou même le R parfois lui-même, à la masculinité. Par exemple... l'Algérienne dit que le R est beaucoup plus marqué dans le cas des hommes, etc. Le R roulé. Et il y a aussi une différence entre les hommes et les femmes. Par rapport à rouler, par rapport à rouler. Mais c'est comme si les lettres voulaient dire quelque chose. Et tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait peut-être un lien entre la transformation de l'Europe et le fait que les R en France et peut-être aussi pour le continent européen s'adoucissent. Est-ce que tu penses ça? Non, est-ce que tu penses qu'on devient plus doux comme culture et du coup c'est associé au R moins culturel, moins fort? Je ne sais pas, c'est un peu dit par Amel, parce qu'elle dit que ses frères, en fait elle dit que les frères ne roulent plus et les femmes n'ont pas roulé. Donc si tu fais une équation, ça veut dire qu'il y a une féminisation de la langue. Mais bon, j'en sais rien moi. Mais c'est-à-dire, si on dit que le R roulé, il est masculin, tu veux dire quelque chose, ça? Et la dame? C'est à propos justement du R de l'arabe. En arabe, il y a le R roulé, mais il y a les deux. Il y a le Ra et le Ra. C'est ça. Bon, mais c'est pas la même lettre, c'est ça qui est intéressant. Ce sont deux lettres différentes. C'est ça. Même la graphie est différente. Ce sont, comment dire, c'est une lettre complètement différente. Deux phonèmes. Ra, c'est le Ra. Dites-le l'autre. Ra et Ra. Ra comme un rat. Et il y a le Ra. Et le Ra. Il y a le Ra. Et le Ra, c'est autre chose encore. C'est trois lettres. Donc, lorsque la dame c'est la troisième. C'est ça. Le choix fait par les locuteurs n'est pas un choix par impossibilité de prononcer, mais c'est un choix sociologique. C'est un choix qui fait que le pays ayant été colonisé, les hommes qui ont fréquenté l'école française voulaient se distinguer quand même des Français. Voilà, c'est ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on a cru comprendre qu'il y avait une incapacité à prononcer. Ah non, pas du tout. Non, les deux, c'est possible. Parce que la lettre, c'est très important de le dire. Qu'on peut la prononcer complètement. C'est pas par rapport à ce qu'ils disent pour le japonais. C'est-à-dire que la lettre, elle existe, sauf que c'est une autre lettre de l'alphabet. C'est une autre. Mais au niveau du son, on peut la... Oui, la preuve. Oui.
Oui, oui, c'est vrai. J'ai laissé, mais il n'y avait pas moyen de le... Mais du coup, ça fait quand même 3. Oui, oui. Hein, parce que ce que les Français attendent comme le ha, ils le disent ra. Hein. Ils le disent ra, oui. Donc, Comme le ra. Mais je crois que ça revient à expliquer, ça revient à expliquer que pour moi, il y avait un problème. Et j'ai pas compris, j'étais dans l'autre micro que tu m'as donné, et j'ai pas compris petite, c'est le truc, pourquoi les R n'avaient pas de couleur. Parce que moi qui savais pas écrire, je savais pas pourquoi certaines personnes qui m'appellent Nourit et d'autres qui m'appellent Nourit. Donc j'ai compris qu'en fait c'est la même quelque chose, mais en fait, au départ, on n'a pas du tout l'impression que c'est la même lettre. La preuve qu'en arabe, c'est 2 lettres différentes. Et moi, enfant, en effet, et c'est ça que je crois qui a fait que je ne pouvais pas lui donner une couleur. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était 2 lettres, mais mon nom était quand même prononcé une fois comme ça, comme ça. Et je me rappelle que j'étais toujours curieuse, avant que quelqu'un parle, qu'est-ce qui va sortir de sa bouche comme, bon. Oui, à propos de la langue arabe, madame, vous disiez que le R grasseillé existe en arabe, mais c'est pas tout à fait la même lettre. C'est le Rain. C'est Rain, c'est pas le R comme en français. Donc ça n'a pas, on peut pas, je veux dire, mais c'est pas la même lettre du tout. Voilà, c'est pas. Mais ce n'est pas le même son qu'en français. Ce n'est pas le R. C'est pas un R parisien, c'est le Rain. C'est le voilà. Ce n'est pas la même lettre. On ne peut pas dire qu'en arabe on fait le R comme en français. Ce n'est pas la même chose. Mais la capacité, je ne sais pas, parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais de la même façon que il y a plein de façons de réaliser le R, mais plein d'autres, pas seulement grasseillé et roulé, et même le R de Nourit, le R en israélien, en hébreu contemporain, n'est pas le même R qu'en français, du tout. Ah non, mais oui, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Si le R roulé, il n'y a pas un R roulé. Le R roulé est persan et le R roulé est espagnol n'est pas du tout. Non, bien sûr, le R roulé espagnol. Bon. Mais juste une chose, parce qu'on vous posait la question de la différence sociale. Dans certains pays, par exemple en italien, le R grasseillé est très élégant, et alors que le R roulé ne l'est pas. Donc il y a aussi une distinction. Quelqu'un qui a un R grasseillé se distingue en italien. Bon, voilà. Je crois que on va se séparer. Je vous remercie beaucoup. Et on peut rappeler que l'évolution, c'est la révolution qui a perdu l'air. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, il y a plein de cartes postales, prenez-les.